Alors, après la séquence sur le braconnage ce matin, on est donc sur une séquence consacrée au transport et donc les pistes de coopération pour endiguer le transport illégal de produits issus d'espèces sauvages. Et donc on a 3 intervenants avec nous pour cette table ronde. Alors 2 intervenants qui sont issus du secteur de la logistique et du transport. Je vous laisserai vous présenter, mais Yann Bobinet du groupe ADP, Aéroport de Paris, Caroline Roux du groupe CMA-CGM, je vous ferai les présentations, hein. Et puis une autre intervenante, Florence Clapp, qui elle travaille au comité français de l'UICN sur les politiques de la biodiversité. Alors j'ai une série de questions à vous poser. On va peut-être commencer avec tous les deux, Yann et Caroline. Donc ce que je voulais vous demander tout simplement, alors quelques mots de présentation bien sûr de votre activité, et puis surtout donc en tant qu'acteur du secteur du transport, quel constat vous faites sur ces trafics d'espèces sauvages? Quelle est l'ampleur pour vous de ces trafics, la nature ou les formes que prend ce trafic? Et quelles actions jusque-là vous avez mis en place pour prendre en compte ce problème qui vous concerne? Bonjour à tous, donc effectivement je suis Yann Bobinet, donc je travaille à la direction du développement durable du groupe Aéroport de Paris. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est que le groupe Aéroport de Paris? Bon, vous le connaissez certainement pour ses implantations parisiennes qui sont donc Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget. Donc c'est le premier groupe aéroportuaire mondial avec un réseau de 27 aéroports dans le monde. Principalement distribués en Amérique du Sud, en Middle East et en Inde. Et donc avec le plus gros aéroport européen, qui est donc Paris-Charles de Gaulle, qui est revenu à plusieurs reprises au sein des présentations et interventions précédentes, puisque comme c'est le plus gros aéroport européen, c'est par là que passe une partie du trafic aérien de viande de brousse. Aéroport de Paris, depuis de nombreuses années, on l'a entendu aussi, effectivement, collabore avec différents partenaires pour essayer de contenir ce trafic. Mais il faut reconnaître quand même, pour répondre à ta question très directement, Florian, que ce trafic n'a pas tendance à diminuer, il a même tendance plutôt à exploser. Et un élément a été donné précédemment lorsqu'on a vu les images des réseaux sociaux, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'évident, c'est-à-dire le trafic aujourd'hui qui passe par Internet finalement, hein. Vous pouvez commander par des réseaux sociaux ou par des sites directement de la viande de brousse ou des objets issus d'espèces animales protégées, et ça c'est un véritable problème. Voilà. Ensuite, ce qu'on constate, c'est que on a, les chiffres qui ont été présentés sont tout à fait de la bonne ampleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les douanes françaises nous indiquent qu'on a environ quelques dizaines de tonnes de viande de brousse qui sont saisies sur une des aérogares, qui est l'aérogare la plus importante, l'aérogare 2 de Paris-Charles de Gaulle, mais que évidemment on peut présupposer que comme c'est ce qui est saisi et qui est contrôlé dans environ 20% des bagages, que le trafic est évidemment beaucoup plus important que ça. Et là on ne parle que des bagages passagers, on ne parle pas encore de la zone cargo de l'aéroport. Donc c'est véritablement un véritable fléau qui n'a pas tendance à diminuer, malheureusement. C'est ça, les chiffres sont éloquents. Quand on a fait la visite donc avec vous à Croissy-Charles de Gaulle, les douanes nous annonçaient 36 tonnes de produits illégaux, hein, issus de plantes ou d'animaux saisissent chaque année, 36 tonnes par an sur un seul aérogare. Tout à l'heure, dans l'intervention qu'on avait, Annelise Chambert parlait de plus de 5 tonnes par semaine, hein, sur tout ADP. Donc on est sur des chiffres absolument colossaux, et comme tu viens de le dire, c'est seulement ce qui est saisi. Qu'est-ce que, jusqu'à maintenant, vous avez mis en place comme action? Donc vous, en tant que groupe privé, ce n'est pas votre activité de lutter contre ces trafics, mais vous avez une responsabilité. Qu'est-ce que vous faites jusqu'à maintenant? Alors effectivement, souvent quand on parle à un aéroport ou quand on parle à nos pairs, on nous dit oui, mais on n'est pas les douanes, on n'est pas la police, on n'est pas des associations, on n'est pas des compagnies aériennes. Finalement, on n'a rien à voir avec ça, quoi. Chez Aéroport de Paris, on a plutôt pris le pan inverse, c'est qu'en fait, on n'est peut-être pas tout ça, mais on est au milieu de tout ça. Et on héberge tous ces gens qui essaient de lutter contre ce trafic. Donc c'est ça la place d'un aéroport. La place d'un aéroport, c'est d'être un assembleur et donc de fournir finalement des outils de travail, un lieu pour que tous ces acteurs puissent se coordonner ensemble.
Donc nous, ce qu'on a mis en place chez Aéroport de Paris, en particulier à Paris-Charles de Gaulle, puisque c'est là le plus gros centre névralgique de ce trafic, c'est de mettre en place des locaux pour les douanes, de créer une station animalière en fait, qui permet, une fois que les saisies d'animaux vivants sont effectuées, que ces animaux puissent avoir un temps en fait, pour être mieux identifiés et surtout mieux orientés, puisque si on n'a pas de lieu pour les stocker, la solution c'est souvent l'euthanasie. Donc on les a saisis, mais malheureusement ça finit quand même mal pour eux. Donc là l'idée c'est vraiment de les isoler, et puis après un certain temps, un travail avec certains zoos, de façon à leur trouver des lieux d'accueil. Également tout un travail mais qui est plus interne cette fois-ci à notre propre groupe, de formation, de sensibilisation de nos salariés, mais aussi de toute la communauté aéroportuaire, notamment les sociétés du cargo. Et puis bientôt avec l'aide du l'UICN des aéroports français, puisque au-delà de notre propre action, effectivement on souhaite pouvoir porter la bonne parole auprès d'autres aéroports du secteur français et francophone. Voilà. Ouais, donc merci déjà pour ça. Donc on va revenir sur les actions là, dans la suite. Je vais poser les mêmes questions à Caroline Roux. Alors on est sur un autre secteur de la logistique et du transport, mais je vais vous laisser présenter ce qu'est CMA-CGM et comment vous voyez ces trafics d'espèces sauvages et comment vous avez déjà commencé à agir sur le sujet. Oui, bonjour à tous. Je suis Caroline Roux, je suis en charge de la biodiversité et économie circulaire pour le groupe CMA-CGM. Alors, il est de plus en plus connu surtout ces 2 dernières années. Mais CMA-CGM, aujourd'hui, c'est le 3e armateur mondial. Et puis, il a beaucoup grossi ces 2 dernières années avec justement l'acquisition d'une partie logistique et aérienne. Donc, c'est vraiment des nouvelles activités sur lesquelles on commence à se positionner. Mais par contre, sur la partie maritime, là, ça fait plusieurs années. Alors, en biodiversité, on est beaucoup attendu sur de la biodiversité marine, principalement, où on a nos plus gros enjeux. Mais évidemment, aussi, le transport d'espèces protégées est de plus en plus regardé. On a un devoir de vigilance et de diligence par rapport à ça. Aujourd'hui, le groupe donc représente, il a 558 navires, donc c'est quand même assez important. On dessert 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. Donc c'est pour vous donner un peu une idée de notre aire de jeu sur ce type de trafic. On sait que 90% des marchandises aujourd'hui sont transportées par voie maritime. Donc selon le WWF, au tonnage, entre 70 et 90% des espèces protégées sont transportées par voie maritime. Donc évidemment, c'est un secteur encore discret, on n'en parle pas beaucoup, les bateaux sont loin. Par contre, ça n'empêche pas que le sujet est pris vraiment à cœur dans la stratégie du groupe. Évidemment, on a commencé avec des actions comme tous les acteurs sur le trafic de drogue. C'est le plus visible, c'est le premier trafic. Et ce qui est étonnant, c'est que aujourd'hui, le trafic est subi, évidemment. C'est le transporteur. Nous, on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur du conteneur. Ce n'est que de la déclaration. On ne peut pas ouvrir nos conteneurs. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Par contre, on met en place des actions. Alors, en fait, ce qu'il faut distinguer, il y a deux choses par rapport à nos clients et 2 méthodes à appliquer sur les actions. La première, c'est qu'on va regarder en priorité, il va y avoir la misdeclaration. Donc, c'est-à-dire, là, c'est un trafic vraiment volontaire, comme le trafic de drogue, parce que c'est quelque chose d'interdit, donc la personne ne va pas le déclarer. Donc, elle va déclarer du café, alors qu'à l'intérieur, ce n'est pas du tout du café. Et par contre, il y a aussi les déclarations, donc soit mixées, c'est-à-dire qu'il y a peut-être 95% du conteneur où il y a du café à l'intérieur et 5% où c'est du trafic illicite. Et puis, il y a les conteneurs aussi où c'est 100% de la vraie déclaration, où là, on n'y pense pas forcément, mais par exemple, ils vont déclarer que c'est du bois. Et en fait, nous, on est soumis donc au code douanier. Donc, le code douanier dit wood, or unprocessed wood. Et dans le unprocessed wood, ça peut être n'importe quel bois, finalement. On ne nous impose pas de connaître quel type de bois est transporté aujourd'hui.
Et là où est notre diligence, c'est justement quand on a ce type de déclaration, eh bien de connaître exactement ce qu'il y a à l'intérieur, donc d'essayer de pousser le client à nous déclarer un peu plus et à nous demander. Donc notre volonté, c'est d'aller plus loin, de savoir quelle est l'espèce, le nom scientifique de l'espèce de bois pour que nous, on puisse contrôler a posteriori s'il est sous le transport CITES ou du ICN sur les annexes, etc. Donc d'aller un petit peu plus loin. Donc ça, c'est les deux distinguos entre vraiment la mauvaise déclaration et la pas fausse déclaration, mais pas vraiment très poussée. C'est dans le deuxième. Donc nous, ce qu'on a mis en place, donc déjà, c'est par rapport à cette déclaration, justement, c'est d'aller un petit peu plus loin sur nos procédures de diligence et de contrôler vis-à-vis de nos clients et vis-à-vis aussi de nos bookers. Les bookers, c'est ceux qui prennent la commande, ceux qui prennent le conteneur, enfin en tout cas le premier rempart avec le client, et de former ces personnes justement pour qu'ils puissent aller plus loin, poser des questions aux clients, mettre en place des procédures de ce qu'on appelle de Know Your Customer, donc d'aller plus loin sur nos clients, pas que nos fournisseurs, on regarde aussi nos clients pour être de plus en plus exigeants par rapport à ça. Donc, formation de nos commerciaux. On a fait une formation notamment avec la CITES et l'UNODC que je me permets de remercier puisqu'ils sont dans la salle. Et aujourd'hui, donc, plus de 6000 collaborateurs sont formés depuis 2 ans sur une petite formation un peu homemade que nous avons fait avec ces partenaires. Également, on a renforcé toutes nos commodités. Ça, c'est le deuxième point. C'est-à-dire qu'on va plus loin que la réglementation où on demande, alors depuis 2015, on interdit tous les ailerons de requin, peu importe l'espèce, parce qu'en fait, c'est de plus en plus compliqué. Quand il y a marqué shark fin, finalement, c'est encore plus compliqué de demander quel type d'aileron de requin à notre client. Et là, on a mis en place une suspension globale d'ailerons de requin, ce qui fait que tous les shark fins sont interdits à bord de CMA-CGM. Même si une partie est légale, vous avez décidé d'aller au-delà. C'est ça. Même si une partie est légale. Exactement pareil sur le bois de rose depuis Madagascar. Donc là, c'est tout type de bois de rose. Et à Madagascar, pareil, il y a des bois de rose que l'on a le droit de transporter. Là, c'est tout type de bois de rose. Et encore un peu plus loin, on a été alerté par une ONG également en 2020 sur la Gambie spécifiquement. Et après, on a mené des enquêtes. Donc, c'est en ça que c'est important aussi le travail des ONG, de nous alerter, parce que nous, on n'est pas sur le terrain, c'est pas notre job. Donc, de prendre en compte ces alertes-là pour ensuite faire des enquêtes en interne et voir exactement si ce type de bois est vraiment illégal ou pas. Et finalement, quand on a creusé les choses, on a regardé tous nos clients et on s'est rendu compte que depuis la Gambie, finalement, il y avait quand même beaucoup de trafic illicite. Pratiquement 90% du bois exporté depuis la Gambie était illicite. Donc là, on a préféré prendre la solution justement de ne plus exporter de bois tout court, donc sans même demander si c'est du bois de rose, du bois de veine ou autre type de bois. Là, c'est tout type de bois. Et c'est quand même un commerce important sur l'Afrique. Et il y a quand même aussi du bois licite. Hein, donc, c'est aussi un autre pan. Et donc, notre action, donc, après toutes ces suspensions de comètes, notre action aussi, c'est justement de s'appuyer sur des expertises. Donc, les ONG, les scientifiques, les institutions, pour apprendre et pour connaître, être en avance, avoir toujours un pas en avant par rapport aux trafiquants. Et avec WWF notamment, ils nous ont aidés aussi à faire des formations de nos bookers sur les pays les plus risqués. C'est pour ça qu'on a fait une matrice par rapport au flux maritime que l'on peut avoir entre les pays et les espèces pour qu'on puisse sensibiliser au mieux nos bookers et qu'ils puissent être plus en alerte en fonction de l'espèce qui sera chargée ou en fonction du pays également concerné, que ce soit le pays le POL, donc Port of Loading, ou le Port of Discharge, dans les deux cas, pour essayer d'endiguer au maximum le phénomène.
D'accord. Donc on voit déjà pour tous les deux que c'est un problème que vous connaissez, dont vous mesurez l'ampleur. Quand on lit, là vous citez le WWF avec lequel vous travaillez, c'est vrai que quand on lit les rapports du WWF qui cartographient tous les trafics qui vont vers l'Europe, on voit toute la place du secteur aérien, la place du secteur maritime. Et donc il y a plein d'acteurs qui ont un rôle à jouer pour endiguer le transport d'espèces menacées, mais il y a clairement une responsabilité du côté des acteurs privés ou publics dont ce n'est pas le métier, mais quand même une responsabilité très forte sur ce sujet du trafic d'espèces. Alors, pour avancer un peu, je vais donner la parole à Florence, qui va nous présenter un travail qu'on a fait ces derniers mois avec toute une série de recommandations qui ont été élaborées pour lutter contre le trafic d'espèces sauvages. Je te laisse la parole. Tu peux peut-être te représenter en 2 mots. Oui, merci beaucoup Florian. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Florence Clapp et je coordonne le programme sur les politiques de la biodiversité. Et donc dans ce programme-là, on a un certain nombre d'actions avec le secteur privé, avec un certain nombre de grandes entreprises et de multinationales, également pas mal de travaux qu'on mène avec les collectivités territoriales. Et puis l'animation d'une commission qui est présidée par Violaine Dupont-Avis, qui est ici présente, sur le droit et les politiques environnementales. Donc effectivement, l'année dernière, on a travaillé avec l'ensemble des experts. Donc c'est un groupe plutôt interdisciplinaire, à la fois dans le domaine de juridique et puis dans le domaine des sciences. Donc à la fois des membres de cette commission droit et politique environnementale, donc qui est présidée par Violaine, et puis avec des membres de la commission sauvegarde des espèces, donc qui est présidée par Martine Bigan et qui est animée aussi par Florian. Et donc on a travaillé pour dresser un état des lieux un peu sur le trafic des espèces sauvages et la criminalité organisée, et puis surtout essayer de trouver des solutions à ce problème. Et c'est un travail qui a été aussi, qui a bénéficié de l'appui de 3... nous, on a bénéficié de l'appui de 3 jeunes experts volontaires, dont un des auteurs qui est présent aujourd'hui aussi dans la salle, qui s'appelle Tanguy Graffin. Et donc, merci encore pour ton aide. Et il sera à même aussi de répondre à un certain nombre de vos questions. Donc pour faire ce travail-là, on a interrogé un certain nombre d'acteurs qui sont confrontés à ces problématiques, donc que ce soit des magistrats, l'OCLAESP, l'EDREAL, l'OFB, un certain nombre d'associations qui sont présentes aujourd'hui, comme IFO, le WWF France en particulier. Et donc, on a pu identifier à partir de ce travail d'enquête et aussi à partir de la bibliographie et de l'analyse de documents et de rapports au niveau international et national, 25 recommandations qu'on a organisées en 8 thématiques. Et donc, c'est ce que je vais vous présenter, en tout cas un certain nombre de ces grandes thématiques cet après-midi. Donc la première, c'est le renforcement des moyens des services de contrôle. On en a parlé un petit peu, donc c'est tout ce qui concerne les douanes. Et à travers une première mesure qui est très concrète, c'est d'augmenter les effectifs douaniers en charge des contrôles, en particulier à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle, mais aussi dans les autres aéroports dans la région parisienne, ou dans des aéroports, des grands aéroports de province qui sont susceptibles d'être des points d'entrée pour le trafic d'espèces sauvages. Alors je vous présente ça parce qu'effectivement, nous, on s'est focalisé plus particulièrement sur le transport aérien dans le cadre de cette étude. Donc ça, c'est une des premières recommandations. La seconde, qui serait d'augmenter le budget affecté à la réalisation des missions de services douaniers aéroportuaires, afin de renforcer à la fois la qualité de leur contrôle, mais aussi la quantité des contrôles qu'ils peuvent faire. Donc on a vu, vous avez cité le chiffre, c'est à peu près 10% des saisies qui sont réalisées au niveau de l'aéroport Charles de Gaulle, donc ça leur donnerait davantage de capacité. Et on a aussi constaté qu'il y avait un problème au niveau de leurs conditions de travail, donc ils auraient davantage besoin aussi d'un budget qui permettrait de leur donner on va dire des équipements sécuritaires, à la fois parce qu'il peut y avoir des agressions soit physiques quand c'est des animaux vivants, soit aussi des transmissions de maladies. Et a priori, là aussi, il y a beaucoup d'efforts à faire de ce côté-là. Une autre recommandation, et vous l'avez eu en introduction dans le petit film sur les chiens et la brigade cynotechnique des aéroports, donc qui sont capables de détecter les principaux spécimens ou produits d'espèces sauvages qui sont transportés dans les voies aériennes. C'est un travail formidable qu'ils font. On sait qu'un chien, quand il est dressé, il est capable de reconnaître plusieurs dizaines d'odeurs de différents produits d'espèces, donc comme des écailles de pangolin, de l'ivoire, etc.
On sait que ces brigades-là, elles sont mises en place dans un certain nombre d'aéroports, que ce soit en Asie, en Afrique. Donc ça mériterait vraiment d'être déployé. Et on sait aussi qu'ils arrivent, comme ça a été montré dans le film, à détecter en fait des toutes petites quantités de ces produits ou de ces espèces dans un énorme volume de marchandises. Donc c'est aussi une des pistes de solutions à investiguer. Les systèmes de scanner à rayon X pour déceler des denrées périssables. Donc là aussi, on sait que c'est des outils technologiques et innovants qui sont tout à fait intéressants et importants, notamment parce que ça permettrait d'intercepter en fait dans le pays source et dans le pays d'origine directement l'espèce ou le produit d'espèce en question. Alors, la seconde thématique de recommandation qui ne vous surprendra sûrement pas et qui concerne la nécessité d'accroître la responsabilité et l'engagement du secteur de la logistique et du transport, notamment aérien. Donc encore une fois, nous on s'est vraiment focalisé sur les transports aériens, mais effectivement, et comme vous l'avez montré, le secteur transport maritime notamment a aussi une certaine responsabilité, et vous avez montré que vous étiez déjà engagé à travers un certain nombre d'actions. Alors, au niveau du transport aérien, il y a une déclaration qui s'appelle la déclaration de Buckingham Palace qui comporte un certain nombre d'engagements pour les entreprises du secteur de l'aérien, notamment de la tolérance zéro face au trafic, l'amélioration des partages de données, l'amélioration de la coopération, on va dire une meilleure coordination entre le travail des douanes et des autorités judiciaires. Donc voilà, il y a tout on va dire, ces 11 engagements pour lesquels les entreprises du secteur aérien s'engagent lorsqu'elles signent cette déclaration. Malgré tout, on reste sur une déclaration, donc un engagement qui est complètement volontaire et qui n'est absolument pas contraignant pour le secteur du transport aérien, même s'il l'a signé. Et ce qui fait que on va dire que la responsabilité, elle revient plutôt aux passagers ou à l'entreprise dans le cas du fret, notamment par les documents, documents dont on a parlé et qui existent aussi pour d'autres types de transports. Et donc là, comme proposition de solution pour accroître justement la responsabilité légale du transporteur, l'idée, ce serait d'inscrire dans le droit international aérien cette responsabilité légale du transporteur pour la cargaison, une fois soit qu'il a accepté la lettre de transport aérien de l'expéditeur, ou alors le billet d'avion du passager, et procéder donc à l'embarquement de ces marchandises ou de ces bagages. Donc là, ce qu'il faut comprendre et savoir, avant de passer à la recommandation suivante, c'est que les transporteurs aériens en fait, vont participer malgré eux au trafic d'espèces sauvages, parce qu'ils ne sont pas habilités à contrôler directement les cargaisons ou les bagages. Donc il y a effectivement ce document que doit fournir le passager aux autorités de contrôle, donc indiquant qu'ils ne vont pas transporter de spécimens d'espèces sauvages ou d'espèces qui sont interdites. Mais donc ça n'engage pas en fait on pense le secteur aérien à s'engager dans cette voie. Donc c'est pour ça qu'on demande vraiment la mise en place d'outils juridiques au niveau international pour qu'il y ait une réelle légalité juridique, engagement juridique de la part du secteur aérien. Un autre élément qui est important, alors je vais me dépêcher, mais celui-là il est quand même très important, c'est sur la question de la réglementation des bagages. Donc pour les vols long courriers, les voyageurs ils sont généralement autorisés à transporter un bagage de 23 kg en soute. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que sans surcoût, la majorité des vols en provenance d'Afrique, en fait, les passagers peuvent avoir 2 valises de 23 kg. Quand c'est en classe premium ou au-dessus des classes économiques, il y a en général un tout petit surcoût pour avoir jusqu'à parfois 3 bagages de 32 kg. Ce qui fait que les passagers peuvent à la fois ramener des quantités importantes de marchandises, ou alors des quantités qui vont être dissimulées dans leurs effets personnels, de fait qu'ils peuvent avoir ces bagages supplémentaires. Et on constate que c'est vraiment une exception qui est faite pour les vols en provenance d'Afrique. Donc là aussi, on demande à ce qu'il y ait une uniformisation du volume
volume des bagages en soute. Et il y a un encouragement aussi qui est fait donc, à travers cette déclaration de Buckingham Palace où les transporteurs aériens se sont engagés. On pense que voilà, de la même manière que vous, au niveau maritime, vous vous êtes engagés à mettre en place des mesures volontaires, là, ils pourraient aussi s'engager et être moteurs un peu de ce changement pour qu'il y ait voilà, un changement qui soit transformateur. Et toujours sur cette question des bagages, c'est un sujet qui a été approprié aussi par un certain nombre de parlementaires qui ont à la fois transmis des questions écrites au gouvernement. Il y a eu plus de 35 questions écrites et 2 propositions de loi aussi qui ont été faites l'année dernière et qui sont en cours d'examen à l'Assemblée nationale et au Parlement. Si tu me laisses encore 30 secondes, un élément qui est important sur le déploiement des campagnes de sensibilisation auprès des voyageurs. On l'a mentionné, mais c'est très important à la fois de pouvoir sensibiliser sur les risques qu'encourent les passagers, ça c'est pas forcément connu, sur les risques aussi au niveau des transmissions de maladies, là aussi je pense qu'il y a une méconnaissance, et notamment par les kilos de viande qui sont transportés dans des situations qui sont absolument pas adéquates et qui peuvent faire encourir des risques à la fois de transmission de maladies, de développement d'espèces exotiques envahissantes également, donc là aussi c'est des points qui sont importants et on est ravis de pouvoir poursuivre ce travail-là avec vous. Je terminerai par ma dernière recommandation après, si tu veux. Je pourrais en parler après. Ok. Alors, on va enchaîner un petit peu. Sur ces histoires de 2 fois 23 bagages, hein, ça peut paraître anecdotique si vous ne connaissez pas le sujet, mais c'est les douaniers qui nous en parlent le mieux en nous disant c'est quand même vraiment incongru qu'en provenance d'Afrique, les voyageurs puissent avoir 2 fois 23 bagages gratuits. Parce qu'en gros, eux, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a un premier bagage d'effets personnels et un deuxième bagage qui est rempli de viande de brousse. C'est ce qu'on a constaté de visu quand on est allé sur place avec Maud Lelièvre, avec le muséum, avec l'association des parcs zoologiques. On a vraiment des bagages entiers. Donc ce deuxième bagage, en fait, est rempli de viande de brousse. Et les douaniers se disent dépassés par l'ampleur du phénomène. Et eux, ils nous disent tout simplement, si on repassait sur une règle normale de un seul bagage payant à 23 kilos, on diminuerait énormément ces fameuses 37 tonnes de denrées périssables illégales saisies chaque année. Voilà. Donc c'est une recommandation qu'on pousse fortement. Alors, tous les deux, donc, alors, tout ne vous concerne pas directement, évidemment, mais est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que ça renvoie à des choses que vous faites déjà? Ou est-ce que ça vous inspire pour accroître votre engagement? Non, effectivement, alors il y a beaucoup de choses qu'on fait déjà. Alors, sur les bagages, je ne m'exprimerai pas directement puisque on n'est pas compagnie aérienne. Je poserai juste une question. Hein, qui d'entre vous a besoin en couple d'avoir plus de 90 kilos de bagages quand vous rentrez de quelque part? Enfin, beaucoup de vêtements, hein, dans ce cas-là, faut choisir un peu mieux. Voilà. Donc, mais au-delà de cette question des bagages qui concerne peu finalement, enfin pas directement en tout cas le groupe ADP, effectivement toutes les propositions de ce rapport de l'UICN, également de la Convention de Buckingham, puisqu'on l'a signé, et du WWF. En fait, on les a compilés dans un plan d'action qui est maintenant entré en fait, dans notre stratégie RSE. Et cette question de la stratégie RSE du groupe ADP et de la stratégie tout court, hein, maintenant porte effectivement très clairement la responsabilité environnementale du groupe de façon générale. Hein. Évidemment, notre premier sujet dans le secteur aérien, c'est d'abord de décarboner et de lutter contre le carbone dans l'atmosphère. Donc ça, c'est déjà là-dessus qu'on s'est engagé, mais plus particulièrement sur la question de la biodiversité dans son ensemble et spécifiquement du trafic d'espèces protégées. C'est maintenant quelque chose qui est totalement intégré en fait à notre stratégie. Parce qu'on ne peut pas soutenir qu'on souhaite être le premier groupe mondial en matière de réduction d'impact environnemental du transport aérien et ne rien faire ou fermer les yeux sur ce trafic qui est énorme et qui continue d'augmenter. Donc pour ça, on a beaucoup, effectivement, on en a parlé, d'actions de sensibilisation, de formation.
Voilà, on réalise effectivement, enfin on s'engage dans différentes initiatives qui permettent aux différents acteurs de pouvoir mieux travailler et puis donner accès finalement à nos terminaux, donner accès aux données qu'on peut avoir. Alors ça, j'y reviendrai parce qu'il y a quand même un petit sujet sur les données. Voilà, ce que je pourrais ajouter, c'est que désormais, peut-être ce qui n'a pas été suffisamment fait auparavant par ADP et qu'on souhaite vraiment déployer cette fois-ci avec notamment l'aide de l'UICN dans les mois et années qui viennent, c'est vraiment de faire comprendre cette responsabilité des aéroports à travers ce sujet du trafic dans le transport aérien. Donc les prises de parole qui vont pouvoir être faites dans les mois à venir vers les aéroports français et francophones et pourquoi pas aussi nos homologues européens sont très importantes. Dans notre stratégie, on a indiqué qu'on souhaitait que les aéroports parisiens soient finalement une porte fermée pour ce trafic, mais ça ne servira absolument à rien si ce trafic finit par passer par Marseille, par Nice, par Lyon, Bruxelles ou Francfort. Donc c'est bien que ça passe plus par Paris, mais ça serait mieux que ça ne passe plus tout court par l'Europe. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore complètement mené et qu'on souhaite vraiment renforcer dans les mois qui viennent, voilà, pouvoir sensibiliser également nos pairs sur d'autres territoires. Ouais, et ça correspond un peu à ce qu'on a convenu avec vous, c'est de travailler ensemble pour mobiliser les autres aéroports à élever leur standard de prise en compte de ce phénomène. Alors, je voudrais revenir quand même sur quelques secondes sur un point qui est très important. Je l'ai entendu auparavant et on vient d'en reparler à l'instant. C'est cette question de la mise à disposition des données. Ça, on a un vrai problème nous-mêmes à obtenir les données du trafic, des données détaillées, parce que savoir qu'il y a plusieurs dizaines de tonnes qui passent par l'aéroport, c'est bien, mais savoir d'où ça vient, quelle compagnie le transporte, quand est-ce que c'est arrivé, par quel vol, quelles sont les espèces, etc. Ça serait quand même beaucoup mieux parce que ça permettrait de cibler les moyens. Et donc là, je rejoins totalement ce qui a été dit sur les moyens des douanes françaises qui méritent d'être fortement renforcés. Mais surtout, ça permet aussi de vérifier, de mesurer l'efficacité des mesures qui sont prises. Si on n'est pas capable d'identifier finalement si une mesure prise est efficace, comment être sûr qu'on est sur la bonne voie pour lutter ? Et ça, c'est un véritable problème. Et pour tout vous dire, d'ailleurs, on s'appuie même sur le travail du WWF et de l'UICN pour avoir nos propres chiffres, si on peut dire ça comme ça, puisque c'est très très compliqué d'avoir ces données détaillées. Donc voilà, donc j'applaudis le travail qui est fait par les associations sur ce domaine-là, de récupérer les données, de les analyser et puis d'en tirer de l'intelligence pour pouvoir ensuite en tirer effectivement le travail qui a été fait ici de recommandations que tout simplement il suffit de suivre pour améliorer les choses, quoi. Oui, merci. Caroline, quelques mots aussi peut-être sur les réactions, la suite de ce que disait Florence. Parfaitement. Alors, du coup, c'est vrai que ça concernait beaucoup le transport aérien. Malgré tout, on peut faire très facilement une analogie sur le transport maritime, parce que finalement, ce sont les mêmes problématiques qui s'appliquent. Donc d'abord, pour le partage de données, évidemment, que je suis entièrement d'accord sur le manque de données. On essaie de s'appuyer sur toutes les saisies que l'on peut avoir, le plus détaillé possible. Évidemment, ça nous permet, nous, d'avoir des procédures beaucoup mieux ciblées, d'avoir un screening de nos conteneurs qui sera plus efficace pour ensuite cibler et savoir où est-ce que potentiellement il y aura des conteneurs incriminés et savoir où est-ce qu'ils sont, par quel biais ils transitent, connaître un petit peu les nouvelles astuces des trafiquants, savoir est-ce qu'ils font du rerouting par exemple, est-ce qu'ils passent par envers volontairement pour masquer la route entre l'Afrique et l'Asie du Sud-Est. Est-ce qu'ils utilisent quel poids a été pris, quelle mauvaise déclaration ils ont fait. Est-ce qu'on peut se servir par exemple du fait qu'ils ont déclaré que c'était du café alors que c'est pas du tout la saison du café, ou la saison des bananes alors que ce n'est pas du tout la saison de la banane. Se servir de ce type d'astuces finalement pour nous aider à cibler et à screener nos conteneurs. Donc ça évidemment
plus on aura de données, au plus ça facilitera notre travail et la collaboration avec les autorités douanières et les institutions de chacun des pays, hein, que ce soit en amont, en aval, en transit. Donc on va travailler avec toute la chaîne logistique. Mais également, donc au-delà de la donnée, sur la responsabilité. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des transports de passagers. Donc sur le transport de passagers, c'est ancré dans les mœurs que l'on peut se faire scanner son bagage. Aujourd'hui, sur les conteneurs, il y a, pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 240 millions de conteneurs qui transitent par an. Et puis c'est un conteneur, c'est quand même plus gros, hein, c'est équivalent 20 pieds. Donc scanner ça, c'est juste, pour l'instant en tout cas, impossible. Aujourd'hui, il y a déjà le poids qui est réglementaire. Aujourd'hui, on a une idée du poids. Et encore, il y a aussi pas mal de mauvaises déclarations qui n'est pas forcément bien contrôlée. Donc il y a aussi des problématiques là-dessus. Donc de mettre une responsabilité sur le transporteur maritime, évidemment ça peut être un premier pas parce qu'on a une vraie responsabilité et pas uniquement de la vigilance. Par contre, il faut que ce soit réalisable. Aujourd'hui, sur le nombre de conteneurs qui est transporté, ça paraît encore trop tôt pour le mettre en place, ou alors peut-être d'autres moyens techniques à faire reposer entre le client et la compagnie, justement pour renforcer les procédures qui peuvent être mises en place et pour contrôler au mieux évidemment ces conteneurs. Merci. Alors, on va garder un petit peu de temps pour des questions, hein, pour 15 minutes de questions. Peut-être donc juste un dernier mot tous les trois. Peut-être plus, Florence, si tu commences, sur comment tu verrais, toi, les pistes pour renforcer l'engagement du secteur de la logistique et du transport, hein, sur ce sujet du trafic d'espèces. Et puis, tous les trois, quelles bonnes pistes de coopération vous verriez, puisque c'est un peu le thème de notre journée, entre tous les acteurs. On l'a déjà entendu un peu dans les interventions d'avant, mais comment mieux coopérer avec les scientifiques ou les ONG qui sont très impliqués, ou les pouvoirs publics, les douanes, les ministères impliqués, ou l'ONUDC ou autres. Donc, quelles pistes de coopération on doit suivre pour mieux prendre en compte ce phénomène sur le sujet du transport? Merci Florian. Alors, pour répondre à ta première question, pour nous, l'élément important, et aussi parce qu'on a l'habitude de travailler avec des entreprises qui ont justement une chaîne de valeur sur l'ensemble de la planète, amont-aval, je dirais que le plus important, c'est vraiment que vous puissiez identifier justement où sont vos enjeux. Et donc là, vous les avez identifiés. Vous avez identifié les parties prenantes avec lesquelles vous pouvez travailler. Et que donc, l'important, c'est de pouvoir essayer de réduire ces risques-là au maximum, à la fois en amont, en aval. Et puis, vous parliez du transit, effectivement, c'est là où se passent les transferts. Donc ça, j'allais dire, c'est un peu la partie cœur de métier pour vraiment réduire ce risque-là au maximum dans le cadre du trafic d'espèces sauvages. Mais il y a peut-être aussi un autre élément. On l'a vu à travers différentes vidéos qui nous ont été montrées là dans les parties introductives. C'est la partie action de terrain qui est réalisée en fait directement sur le terrain et dans les pays sources. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas d'action directe ou indirecte, parce que vous n'y êtes pas présent de cette manière-là, il y a l'aspect financement. Et donc l'idée qu'on avait eue avec l'ensemble des experts, c'était de se dire on pourrait créer un fonds dédié spécifiquement pour la mise en place d'actions de terrain, à la fois pour lutter contre la corruption ou pour améliorer vraiment des actions de terrain. Donc ça peut être des actions de formation, comme on l'a vu, des actions pour accompagner des enquêtes, des actions pour améliorer le partage des données, des actions de coopération, mais vraiment pour mettre en place quelque chose sur le terrain, pour aussi peut-être faire changer les cultures, les mœurs. On en parlera dans la table ronde suivante aussi, mais tout ce qui est en rapport, en lien avec la demande. Donc en gros, l'idée, ce serait aussi en parallèle de tout ce que vous faites sur votre chaîne de valeur, pourquoi pas aussi d'avoir un peu ce soutien financier que demandent aussi les ONG pour mettre en place des actions de terrain qui permettent d'endiguer le trafic illégal. Oui, merci. Qui veut quelques mots encore avant de passer aux questions?
Oui, alors évidemment, moi, la création d'un fonds pour justement avoir des moyens sur le terrain est hyper intéressant. Donc, le groupe a évidemment une vision internationale, mais c'est aussi beaucoup d'agences. Donc, quand on dit qu'on est sur 420 ports, c'est à chaque fois une agence avec des personnes sur place qui peuvent être aussi corrompues parce que justement, ils peuvent faire partie du trafic. Donc, cette sensibilisation que l'on peut faire, nous, en interne, c'est aussi pour éviter ça, parce qu'ils font partie de la chaîne logistique. Donc, si on peut les impliquer également dans des actions locales directement pour préserver la faune, la flore de leur pays, ça permet aussi de participer et de mieux comprendre et d'être peut-être moins enclin à succomber à la corruption du pays. Également, évidemment, pour répondre à votre question, Florian, évidemment, la coopération est très importante pour nous. Vous avez vu dans le slide précédent, on a aussi avec WWF, mais également l'Université d'Adélaïde, où Dr Annelise Schlabert, tout à l'heure, vous a parlé de cette coopération, où on essaie de trouver des innovations également pour essayer de lutter par rapport à ce commerce. Nous faisons partie de l'initiative logistique et transport de WWF, comme vous, il me semble aussi, pour essayer d'avoir le maximum d'informations, de coopérer entre les institutions, les ONG, les scientifiques, les entreprises privées, que tout le secteur en fait se mobilise. Et aujourd'hui, au niveau du maritime, c'est vrai que c'est moins connu ce trafic d'espèces protégées. Et aujourd'hui, on essaie de porter la voix dans des associations d'armateurs. Donc il y a Armateurs de France, puis au niveau international, c'est le World Shipping Council, où on voit qu'il commence à y avoir des groupes de travail qui se créent, donc avec nos concurrents, sur ces problématiques-là, notamment de trafic d'espèces protégées. Donc c'est vraiment, il commence à y avoir un vrai mouvement qui s'organise au niveau maritime, et on espère vraiment pouvoir le décupler aussi sur la partie aérienne, bien que les enjeux soient un petit peu différents. Mais voilà, il faut encore apprendre de tout ça, et c'est pour ça qu'on s'associe à ce type d'initiative pour apprendre des acteurs comme ADP, des acteurs comme Air France, qui pourront qui sont peut-être plus au cœur de ces enjeux-là au niveau de l'aérien, pour qu'on puisse apprendre et peut-être proposer aussi les actions que nous faisions sur le maritime et le décupler au niveau aérien. Alors pour la part ADP, je ne vais pas être très original parce que effectivement, je pense que la création d'un fonds pourrait aider fortement. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le groupe ADP, on commence à développer un outil, une offre commerciale, en fait, on va dire, d'équipement aéroportuaire de seconde main. Alors ça paraît rien, ça paraît loin, mais en fait c'est tout à fait intéressant, parce que parmi certains aéroports de départ, ils ne sont pas toujours équipés des meilleurs standards internationaux, notamment en termes de scan bagages, et en l'occurrence, elle permet d'avoir accès à des matériels de dernière génération, en tout cas d'avant-dernière génération, parce que c'est un marché de l'occasion qu'on développe sur l'acquisition de matériel. Et donc, ce qui est aussi une piste intéressante, tout type de matériel, donc c'est une plateforme qu'on est en train de développer qui s'appelle Airport Market, qui permet de réduire l'impact environnemental, en fait, de l'achat de ces matériels. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense que la formation, la sensibilisation, c'est vraiment clé. On a quelques pistes avec vous, Lucien, notamment pour former donc nos gouvernants, nos dirigeants de notre entreprise, mais également les gens de terrain. Et je pense que ce travail-là, effectivement, je rejoins les propos de Caroline. À l'international, c'est absolument essentiel. Donc, profiter du premier réseau mondial d'aéroports, je pense que c'est important. On dispose du premier aéroport européen et du premier aéroport du Middle East, donc il y a quand même des choses à faire. Voilà, et puis très pragmatiquement également, on copilote ADP et Air France un groupe de travail qui est cette fois-ci très parisiano-centré sur nos aéroports, duquel font partie les douanes, la DGAC, donc CGM d'ailleurs, qui va nous rejoindre dans ce groupe le mois prochain. Voilà, donc ça c'est je pense essentiel. Maintenir des lieux où on peut échanger. Les datas, c'est, je pense, essentiel. Et si Aéroport de
Paris pouvait s'affilier à une initiative dont le but serait de mettre à disposition en open source des data, on serait tout à fait les premiers à signer. Mais également autour de ça, le contexte, et pour échanger ensemble entre professionnels de secteurs différents et de provenances différentes, me semble absolument essentiel. Moi, chaque fois que je participe à un colloque tel que celui-ci, d'avoir les points de vue des autorités, des scientifiques, des associations, c'est vraiment quelque chose qui nourrit vraiment beaucoup notre réflexion et les pistes de progrès qu'on envisage. Donc c'est vraiment absolument essentiel. Alors, merci à tous les trois. Donc là, on a un petit temps devant nous pour des échanges. Je pense qu'on a une dizaine de minutes. Je me tourne vers la tour de contrôle pour vérifier. 10 minutes, c'est bien, ils me disent. Il y a des micros dans la salle, donc si vous levez la main, ils vont venir à vous. Bonjour, David Germain-Robin, directeur d'IFO France. C'est pour faire la liaison avec l'atelier suivant sur la demande. Donc c'est peut-être plus pour les aéroports que pour CGA, CGM, mais vous avez quand même... Qu'est-ce que vous pourriez faire pour endiguer la demande dans la mesure où vous avez quand même un marché captif de plusieurs dizaines de millions de passagers qui transitent par les aéroports et qui peuvent être sensibilisés lors de leur passage? Alors, travailler sur la demande, je sais pas trop. En tout cas, sensibiliser au fait que cette demande peut détruire effectivement la biodiversité, mais bon, on a parlé des zoonoses, etc. C'est un fléau à plusieurs facettes. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, effectivement, c'est une des pistes d'action qu'on utilise. On a diffusé notamment l'année dernière un film de sensibilisation auprès des passagers. De là à vous dire que mettre des affichettes, Air France diffuse ça aussi sur certaines de ses escales, dans ses avions en provenance et à destination de certains pays. Voilà, donc ça participe effectivement à peut-être l'acculturation du fait qu'il puisse y avoir un sujet sur la consommation de ces viandes-là. Après, voilà, on a conscience quand même humblement que tout ne va pas se jouer au sein de l'aéroport, puisque si le passager est là tout de suite avec ses 2 bagages et qu'il est déjà en salle d'embarquement, c'est déjà un petit peu trop tard en fait. Et donc c'est vrai qu'il y a un travail à faire qui est de longue haleine ici, voilà, sur ce sujet-là. Quelque chose qu'on n'a pas trop exploré jusqu'à maintenant et qu'on va faire maintenant, on a vu à la place des réseaux sociaux, c'est justement de travailler sur une communication sur les réseaux sociaux, au-delà même uniquement de l'affichage en aérogare, ce qui permettrait cette fois-ci de sortir un peu des murs et d'essayer directement d'aller chercher les gens, entre guillemets, là où ils sont. Bon, après, je pense qu'ils sont plus souvent sur TikTok que sur les réseaux sociaux qu'on utilise nous, mais bon, c'est toujours un premier pas. Merci. D'autres questions? Oui, merci beaucoup. Bonjour, Jean-Baptiste Disidoro du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. J'aurais 2 questions. Tout d'abord, concernant CMA, CGM, est-ce que vous dialoguez également avec les autres transporteurs maritimes, type Maersk, MSC, étant donné que c'est quand même un secteur qui est très concentré, donc il y aurait peut-être cette possibilité d'échanger en termes de données, de renforcement de capacité. Et une question peut-être un peu plus générale pour les représentants du secteur privé. Quelles sont selon vous les lacunes que vous identifiez dans le régime juridique international en matière de trafic d'espèces, que ce soit au niveau national ou aussi en lien avec vos partenaires étrangers, les agences avec lesquelles vous travaillez, et qu'est-ce qui selon vous devrait être apporté à ce niveau-là? Merci beaucoup. Alors, sur la première question, on ne discute pas directement avec nos concurrents pour des raisons de concurrence, donc on ne peut pas divulguer des informations sur ce qu'on charge, ce qu'on ne charge pas. C'est la réglementation. En revanche, c'est pour ça qu'on fait partie de coalitions où justement c'est contrôlé sur ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. C'est fait par des instances qui sont réglementées, et notamment, comme je le disais, sur les associations d'armateurs, donc Armateurs de France, donc là c'est vraiment que France, mais par contre le World Shipping Council, Maersk et MSC, nos 2 plus grands concurrents, sont évidemment aussi membres. Il y a aussi l'International Chamber of Shipping,
Et donc dans le cadre de ces instances, on peut discuter justement de l'implication de la réglementation. Donc du coup, ça fait le lien sur la deuxième question, où là, on va faire remonter finalement nos difficultés. Et principalement, en termes de réglementation, nous, aujourd'hui, ça va être vraiment la prise en compte dans CITES. Donc CITES, c'est sur le transport des espèces protégées. Et le lien avec les codes douaniers. Donc nous, ce qu'on nous demande, on ne nous demande pas à nos clients quand ils vont déclarer un type d'espèce, on va lui demander un code douanier. Et c'est notre moyen, dans notre déclaration et dans notre bordereau Bill of Loading, dans notre bordereau d'envoi, de savoir quel type de marchandise va être catégorisé. Et en fait, c'est hyper important pour nous, parce que nous, c'est comme ça que l'on trie nos cargos. On trie par le code douanier. Et là, la difficulté, c'est qu'entre le code douanier et le code et les annexes CITES, il n'y a aucune corrélation. Donc, c'est à nous de faire le travail de quel est le lien entre les deux et où est le risque. Donc par exemple, je donnais l'exemple du bois, où le HS code, ça va être unprocessed wood, mais c'est pareil pour shark fin. On n'a pas shark fin, on va avoir frozen fish comme code douanier. Et là, c'est à nous d'aller plus loin, de savoir frozen fish, ok, mais c'est quoi comme frozen fish? Donc, et c'est là la difficulté, c'est-à-dire que si on avait un code douanier shark fin, ça serait beaucoup plus simple, parce qu'au moins, ça engage le client directement à déclarer comme quoi c'est de l'aileron de requin. Alors que là, il fait comme si c'était transparent pour lui, parce que c'est du frozen fish. Vous voyez ? Et là, la différence, nous, en termes de réglementation, la difficulté, c'est d'appliquer une réglementation internationale qui est sur le transport et qui n'est pas applicable facilement sur nos documentations de voyage. Merci. On va peut-être... Je peux peut-être ajouter juste une petite chose sur cette question du renforcement réglementaire. On en a parlé en fait. Je pense que ce qui serait nécessaire, ça serait d'avoir une obligation de résultat, d'abord de contrôle. Alors aujourd'hui, l'obligation de résultat, elle existe, mais en fait, pourquoi on contrôle les bagages à l'entrée dans l'avion? C'est pour une question de sûreté aéronautique, évidemment. C'est d'abord pour être sûr que on peut prendre l'avion de manière sécurisée, en étant certain qu'il n'y a pas d'explosifs qui puissent être embarqués dans cet avion. Donc ça signifie quelque chose de très concret sur le terrain. C'est que les matériels utilisés et les agents qui contrôlent les bagages ne sont pas du tout formés pour contrôler le trafic d'espèces. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui serait, à mon avis, très très profitable pour cette lutte-là. C'est les moyens et le contrôle et une obligation de résultat à l'échelle internationale, notamment dans les aéroports de départ. Et puis également, peut-être aussi sur le contrôle à l'arrivée, c'est-à-dire offrir la possibilité, notamment aux douanes, d'avoir les moyens suffisants pour pouvoir contrôler. Et une des façons de l'avoir, ça serait d'avoir une obligation de résultat. Mais ça sous-entend évidemment derrière d'avoir des moyens pour pouvoir y accéder, à cette obligation. Voilà. On a encore le temps peut-être pour une question avec une réponse courte ou alors deux questions jumelées et deux réponses courtes. Encore plus courtes. Oui, c'est encore le conseiller de Leclesme. C'est juste sur une petite remarque. Il y a un défi techno récent qui est celui de l'identification-détection, sur lequel il y a des développements et d'innovation en cours. Et puis il y en a un deuxième qui fait partie de l'offre profuse des startups, c'est celui du machine learning, des IA, c'est-à-dire des capacités prédictives sur des grosses masses de données. Ce que je constate, c'est que c'est très difficile sur une institution toute seule, par exemple au CLEP, 150 personnes, c'est difficile de développer des solutions maison. Mais par exemple, la BNEVP, c'est-à-dire la Brigade d'enquête vétérinaire, est allée à Rotterdam, et là, Rotterdam, c'est des flux énormes. Et dans une coopération douane et NVWA, l'équivalent scientifique technique de l'ANSES là-bas, et ils ont montré qu'ils avaient le développement de... J'appellerais ça des nez électroniques, des nez de chiens électroniques, c'est-à-dire qu'on a vu beaucoup qu'on confie aux chiens d'identifier. Là, c'est des spectrophotomètres ou des sondes ADN portatives permettant, et ça compte pour les conteneurs, d'aller investiguer sans ouvrir, ce qui est très important pour pouvoir accélérer les choses. Et eux, comme ils ont le volume et la coopération douane scientifique, ils ont ça qui est prêt sur étagère.
Et donc nous, on ne se pose plus la question en tant que classe de dire il faudrait qu'on développe quelque chose, alors que moi, censé faire la veille scientifique, je disais ça serait bien d'avoir un truc portatif. Non, ça existe déjà. Je vois que l'université d'Adélaïde est en train de développer la même chose. Les Hollandais sont également en train de traiter avec intelligence artificielle ou machine learning les informations de shipping. Donc en fait, il y a, suivant le volume des personnes qui ont la capacité de développer ces nouvelles solutions sur étagère, la possibilité de considérer qu'il y a déjà des innovations qui existent, qui répondent à un certain nombre d'enjeux, la lutte contre les phytos, la contrefaçon, les D3E, etc. Et, hasard, un peu les mêmes problématiques pour la viande de brousse, les espèces protégées, dans le domaine de la détection par des moyens de haute valeur technologique. La question qui se pose à la dame qui est là-bas, c'est, pour l'instant, on constate que ce sont ceux qui ont les reins solides et l'assise financière pour pouvoir développer des solutions qu'ils peuvent mettre sur étagère, mais après, les partager, les diffuser pour que ça soit utilisé par, sans minimiser l'équipe douanière de ADP, ce n'est pas une surface qui permet de se développer son propre outil technologique. La start-up qui pourrait le faire, elle va demander trop cher. Mais de là, de mutualiser ce qui existe en ce moment et se développe sur étagère. Donc, est-ce que c'est possible de le voir pas seulement comme un partage de choses, mais la diffusion de l'innovation et la diffusion des solutions qui sont en train de se mettre sur étagère auprès de ceux qui avaient les reins assez solides pour le développer par eux-mêmes? Alors, on arrive au bout du temps imparti. Est-ce que vous voulez répondre brièvement ? Brièvement. Alors, c'est un sujet sur lequel on essaie justement d'avancer. Alors, je connais pas forcément toutes les technologies qui sont utilisées. Par contre, on travaille avec le WWF qui est en train justement de benchmarker et de faire une liste de toutes les innovations disponibles aujourd'hui et celles qu'il faudrait développer pour avoir une cartographie finalement de tous les outils sur la chaîne logistique, que ce soit au niveau du transport de cargo aérien comme du transport maritime. Donc je pense que vous faites partie aussi dans l'initiative logistique et transport de ce benchmark qui pourra évidemment servir de base pour éviter de dupliquer des innovations qui existeraient déjà. Ouais. Ben, on va. Oui, non, juste en 10 secondes, effectivement, on rejoint totalement parce qu'on est dans la même initiative et très sincèrement, si on peut faire l'économie d'argent, de développer quelque chose qui existe déjà et prendre juste sur étagère, ça me va très bien, moi. Donc oui, on est complètement dans cette ligne-là. Ouais. On a une dernière question bonus, si elle est toute courte. Merci. Tiffaine Chapeau, chargée de mission sur la criminalité environnementale au ministère de la Transition écologique, direction des affaires internationales. J'aurais juste une question parce que en fait, vous avez beaucoup mis l'accent évidemment sur le trafic d'espèces sauvages dans vos interventions puisque c'est l'objet de nos discussions aujourd'hui. Mais ça m'intéresserait de savoir si vous, dans vos activités, vous constatez également d'autres formes de trafic qui transitent par les conteneurs ou par nos aéroports. Quand il s'agit de criminalité environnementale, on pense bien sûr au trafic de déchets, alors plutôt par conteneurs. Trafic de minerais, de métaux précieux, pêche illégale et également donc là plutôt par conteneur, mais ça peut aussi concerner les aéroports, par exemple pour les civils qu'on a mentionnés ce matin. Donc est-ce que vous voyez uniquement du trafic d'espèces sauvages ou est-ce qu'il y a également d'autres dimensions de la criminalité environnementale qui sont détectées dans nos aéroports et dans le transport maritime? Merci. Écoutez, oui, évidemment. Bon, évidemment, le classique trafic de drogue, trafic de humains, etc., rentre dans les prérogatives de ce qu'on regarde et de notre vigilance. Également, vous évoquiez sur les déchets, on a mis en place justement en juin 2022 chez CMA-CGM, le ban, ce qu'on appelle un ban, donc une suspension de commerce, comme on fait sur le bois ou sur les shark fins, pardon. On a mis en place aussi cette même disposition d'arrêt des déchets plastiques sur nos cargos. Donc ça veut dire se priver d'un business
qui aujourd'hui est légal ou illégal. Il y a deux sortes de ce type-là. C'est comme le trafic d'espèces protégées, finalement, on peut assez facilement faire une analogie. Il y a beaucoup de trafic illicite, sauf qu'il est très difficile de le contrôler, notamment sur les réglementations environnementales en Asie du Sud-Est, où évidemment, donc la Chine a interdit l'import de tout type de déchets solides aujourd'hui. Donc on ne va évidemment pas en Chine. Par contre, ce type de trafic, évidemment, c'est déporté sur l'Asie du Sud-Est. Et c'est quand on a analysé justement le flux, et c'est encore une fois les ONG qui nous ont alertés par rapport à ce flux-là. Et quand on regarde le flux chez CMA-CGM, on a fait une enquête interne, et donc on s'est rendu compte justement de ce flux qui s'orientait énormément sur l'Asie du Sud-Est, et également qui était très difficile à contrôler, de s'assurer de la légalité de ce qui était importé au Vietnam, au Cambodge et en Indonésie. Ce sont les trois gros importateurs de déchets plastiques. Et pour limiter justement cette façon-là, aujourd'hui, enfin jusqu'à nouvel ordre en tout cas, nous n'autorisons pas de déchets plastiques sur nos navires pour éviter ces flux-là. Voilà, donc on le prend en compte, évidemment, c'est un des aspects. Il y a sûrement d'autres trafics, mais voilà, on ne peut pas tous aujourd'hui les prendre en compte. En tout cas, on les étudie et on essaie de faire passer en interne de nouvelles dispositions petit à petit, et voilà, un petit pas à chaque fois. Sur le transport aérien, c'est quand même plus ténu. Il faut évidemment que l'objet transporté ait une grande valeur, puisque c'est quand même déjà un volume plus petit et puis une valeur plus importante en termes de transport. Donc c'est vrai qu'on n'observe pas énormément de trafic différent. En fait, on va plutôt être autour d'objets qui peuvent être, mais qui sont plus liés à du vol ou de la fabrication à partir d'objets trafiqués par avant, ou par exemple du bois précieux, des choses comme ça qui vont passer, ou de l'ivoire qui va passer à travers des objets plutôt que directement de la matière brute. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on observe. Ensuite, un risque particulier sur les espèces invasives, mais ça, bon, j'allais dire, c'est pas spécifique effectivement au transport aérien. C'est tout type de transport qui peut voir ce risque s'opérer. Donc voilà, mais sur le transport aérien, c'est vrai que c'est un petit peu plus limité, je pense, que sur la partie maritime. Merci beaucoup à nos trois intervenants. On pourrait prolonger, mais on fera une autre journée de séminaire, je pense, pour poursuivre l'échange. Là, on doit rendre le plateau pour la séquence suivante qui va concerner cette fois la demande.